Le point de départ, c'est l'observation que dans le cadre de la pandémie, euh, on a évidemment énormément parlé de l'école numérique. Et je rends hommage ici aux nombreux enseignants qui se sont investis, parfois un petit peu au débeauté, sans beaucoup d'expérience et sans beaucoup de formation, pour tenter via l'outil digital, pour tenter de garder quand même un contact pédagogique, un contact éducatif avec leurs élèves. Ça a été c'est un immense effort, j'en suis bien conscient. Et je ne voudrais surtout pas que le discours peut-être quelque peu critique que je vais tenir ce soir sur l'enseignement à distance et sur quelques-unes de ses ressucés, que ce discours critique soit interprété comme une critique du travail qui a été fait par ces enseignants au cours de la pandémie. C'était de leur point de vue, c'était, je pense, un pis-aller, c'était une roue de secours, mais ce n'est pas parce qu'on a une roue de secours qu'il faut nécessairement privilégier de rouler en permanence avec cette roue de secours. Et c'est bien de cela que nous allons, enfin que je vais parler ce soir. Je vais exposer ce qui est mon point de vue, qui est, je pense, le point de vue de notre association, l'appel pour une école démocratique. Et puis, nous aurons l'occasion, mon exposé durera à peu près 45 minutes, et nous aurons ensuite l'occasion d'en débattre. Et j'espère que ce débat sera riche, enrichissant, et que des voix critiques par rapport à la mienne ne manqueront pas de s'exprimer. Je vais réactiver mon partage d'écran. Voilà. Euh, Tout d'abord, le discours, l'usage du numérique à l'école dont je vais traiter ce soir n'est qu'un usage parmi de nombreux autres. L'ordinateur à l'école, le numérique à l'école peut avoir beaucoup d'applications, beaucoup de formes d'applications très différentes. Ça va de la découverte de la technologie numérique, qui doit certainement faire partie d'une formation polytechnique telle que nous l'entendons. Ça passe par la découverte et l'utilisation de l'algorithmique, c'est-à-dire développer la capacité de formaliser un processus, le traduire éventuellement dans un langage formel, ce qu'on appelle aujourd'hui le codage. Cette application-là, cet usage-là du numérique à l'école, il était très en vogue dans les années 80 et au début des années 90, au tout début de l'apparition de l'ordinateur personnel. Je me souviens moi-même, j'étais à l'époque professeur de mathématiques et d'informatique, et nous utilisions des vieux Tandy TRS 80 avec 16 kilooctets de mémoire vive. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est des machines littéralement antédiluviennes. Nous les utilisions pour déplacer des petits points à l'écran en utilisant des langages qui aujourd'hui sont en voie de disparition, le langage Logo par exemple, ou le langage Pascal. Nous l'utilisions pour simuler des processus en physique, en mathématiques, par exemple étudier l'évolution d'une fonction en mathématiques quand on modifie tel ou tel paramètre de la fonction. Ça permettait d'introduire de façon très constructiviste des concepts comme le concept de limite, le concept de croissance, le concept de dérivée, le concept d'intégrale, etc. Moi, j'étais vraiment fan de ces usages-là de l'ordinateur à l'école, et je précise tout ça pour dire que je ne suis pas un briseur de machines, je ne suis pas quelqu'un qui s'oppose à l'innovation, y compris lorsqu'elle prend la forme de l'utilisation de techniques ou de technologies modernes. Mais ce qui est en discussion aujourd'hui, c'est l'utilisation de l'ordinateur pour faire de l'apprentissage à distance. Via les MOOC, via l'usage de vidéos qui sont mises à la disposition des élèves, ou via ce que nous sommes en train de faire maintenant, via une visioconférence. Une
un discours qui a été très, très présent ici au cours de l'année écoulée. C'est un discours qui met en lien cet usage de l'ordinateur pour faire de l'enseignement à distance, de l'apprentissage à distance, avec une doctrine pédagogique qui est en vogue, ou qui est en tout cas le vent en poupe aujourd'hui, c'est celle de la classe inversée. Et très souvent, dans le discours que l'on entend, dans le discours dominant qui a été distillé au cours de l'année écoulée, ce concept de la classe inversée, cette pédagogie de la classe inversée, a été très souvent présenté en lien avec l'enseignement à distance, avec l'enseignement numérique à distance. La classe inversée étant la façon de faire de l'enseignement numérique à distance, ou l'enseignement numérique à distance étant l'outil idéal pour faire pratiquer cette pédagogie de la classe inversée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette classe inversée? Je vais prendre ici une définition que j'ai trouvée sur le site internet de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je suis d'accord que cette définition est extrêmement restrictive, peut-être même un petit peu caricaturale, mais je pense qu'elle témoigne quand même de l'idée fondamentale qui se trouve derrière ce concept de classe inversée. Alors, je vais simplement la lire pour vous, enfin, on va la lire ensemble. La classe inversée consiste à inverser le concept traditionnel de la classe. La partie magistrale du cours est dispensée en utilisant les technologies de l'information, de la communication, comme des capsules vidéo, des lectures personnelles, des visites virtuelles, des podcasts. Et la découverte et l'apprentissage des savoirs se font hors classe, au rythme de l'élève, alors que le temps de classe est consacré aux activités d'apprentissage actives et aux discussions. On peut donc dire que la partie transmissive de l'enseignement se fait à distance, hors des murs de la classe, alors que la partie basée sur les activités se fait en présence en classe. La double critique que je vais développer maintenant, critique de l'enseignement à distance, critique également de la classe inversée, ou en tout cas du mixte enseignement à distance et classe inversée, se fera en deux temps. Dans un premier temps, je ferai une critique à partir d'un point de vue pédagogique et épistémologique, c'est-à-dire de la façon dont se construisent les savoirs dans la réalité de la construction du savoir, mais aussi dans la réalité de la pratique pédagogique. Ce sera la partie la plus courte. Et puis, la deuxième partie, ce sera une réflexion sur qu'est-ce qui explique fondamentalement aujourd'hui le succès de cette doctrine-là et d'autres doctrines qui n'en sont, selon moi, pas très éloignées, comme l'approche par compétences. Et là, je vais tenter de trouver, je crois que je vais vous proposer une analyse qui trouve la réponse à cette question en dehors de l'école, dans l'évolution de l'environnement économique, social, technologique, l'évolution aussi des rapports de travail en dehors de l'enseignement. Alors, commençons par une rapide critique pédagogique. Le discours, le texte que nous venons de lire, tout d'abord, il présente une vision de la pédagogie dite traditionnelle qui est, je pense, extrêmement réductrice, voire caricaturale. La pédagogie traditionnelle y est présentée comme sur ce schéma. L'enseignant en classe transmet, déverse dans la tête des élèves des connaissances théoriques, et puis les élèves sont invités chez eux, à la maison, à exercer cette théorie, à la mettre en œuvre dans de la pratique. Donc, la théorie se fait à l'école et la pratique se fait à la maison. Je pense que cette vision de l'enseignement traditionnel est caricaturale, et quiconque est lui-même enseignant, quiconque a passé récemment des années sur les bancs de l'école, ou même a passé des années sur le banc de l'école il y a très très longtemps, n'a pas vécu l'enseignement comme ceci. Mais bon, retenons-le, ça c'est la vision de la pédagogie traditionnelle qui est sous-entendue dans le discours que nous venons de lire, ce discours de la classe inversée. La classe inversée prétend donc, ou la pédagogie de la classe inversée prétend renverser cette logique. Elle dit, voilà, l'enseignant va donner aux élèves un certain nombre de supports
qu'il soit numérique ou livresque, peu importe ici, un certain nombre de supports dans lesquels l'élève va pouvoir puiser des savoirs théoriques, et ça, il va le faire chez lui, à domicile, en dehors de la classe, et on va revenir en classe où la mise en œuvre, l'utilisation de ces savoirs va pouvoir se faire avec l'aide, avec l'accompagnement, avec la surveillance de l'enseignant et éventuellement la participation du groupe d'élèves. Et donc, on dit qu'on renverse, mais en fait, ce qu'on renverse, c'est surtout ce qui se fait à la maison et ce qui se fait à l'école. On va voir que fondamentalement, on ne renverse pas vraiment les choses. Dans l'approche par compétences, puisque j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, on peut dire que c'est pas tout à fait la même chose, c'est un peu différent. Dans l'approche par compétences, on va commencer par donner aux élèves une tâche, un problème à résoudre, une tâche à effectuer. On va les mettre en situation sur un chantier de problème et cette mise en situation, pour résoudre ce problème, l'élève va devoir mobiliser des connaissances qui lui sont encore inconnues. Il va donc devoir aller chercher dans le cloud, sur Internet, dans un ordinateur ou dans des livres, chercher des connaissances théoriques qu'il va lire, qu'il va découvrir et qu'il va ensuite mobiliser pour les mettre en œuvre dans la pratique. Ici, la distinction école-domicile n'a plus lieu d'être. Tout ce processus peut se faire indifféremment à l'école ou au domicile. Quand il se fait à l'école, il se fait avec l'aide et l'encadrement de l'enseignant. Ma critique, c'est que selon moi, les trois visions, la vision caricaturale de la pédagogie traditionnelle, la vision de la pédagogie inversée et celle de l'approche par compétences, réduisent en quelque sorte la relation entre théorie et pratique à une relation strictement utilitariste, instrumentale. On ne sait pas d'où vient la théorie. La théorie est soit donnée par l'enseignant en classe, soit découverte dans une vidéo ou dans un livre ou dans une application sur son ordinateur, soit découverte par l'élève dans une bibliothèque, peu importe. La théorie arrive et puis on va la mettre en œuvre. Et donc, ce qui donne sens aux connaissances, ce qui fait sens dans l'apprentissage de savoirs nouveaux, c'est le fait que ces savoirs nouveaux vont être utilisés, vont être mis en œuvre dans des chantiers de tâches pratiques. Alors, bien sûr, la théorie prend en partie sens dans la pratique, mais je pense que cette relation théorie-pratique est extrêmement réductrice, elle est extrêmement simplifiée. Dans la réalité de la construction du savoir, la relation entre pratique et théorie est beaucoup plus complexe. D'abord, dans la pratique sociale, dans la pratique expérimentale, dans la pratique du travail, on observe une première catégorie de savoirs qu'on peut appeler les savoirs empiriques, c'est-à-dire des savoirs purement factuels, hein, des savoirs qui ne sont pas des constructions théoriques, qui ne relèvent pas d'une construction abstraite, mais qui sont des observations directement puisées dans la réalité. Mais dans la pratique, la pratique soulève aussi des questionnements. Je peux empiriquement trouver où se trouve le gué qui me permet de traverser une rivière, mais à force de traverser des rivières, je vais finir par me poser des questions comme, mais comment puis-je plus facilement trouver un gué permettant de traverser une rivière? Et je vais, à partir de ce questionnement et à partir de l'accumulation de savoir empirique, je vais finir par formuler une théorie, par exemple la théorie que les gués des rivières se trouvent là où l'eau est peu profonde. Hein, ou là où où la rivière s'élargit. Mais si je dis que la rivière s'élargit, je vais vite me rendre compte en remettant ça en vérification dans la pratique que là où la rivière s'élargit, ça peut aussi être un lac plutôt qu'un gué. Hein, et que donc il ne suffit pas d'avoir une rivière qui soit large, encore faut-il qu'elle soit rapide pour remplir la condition d'avoir un gué. Et c'est l'accumulation de connaissances empiriques qui donne lieu à
des questionnements qui ensuite, par un processus de conceptualisation, d'abstraction, d'induction ou de déduction, permet de formuler des théories qui devront ensuite être vérifiées à nouveau dans la pratique, théories dont l'accumulation peut donner lieu au développement de nouvelles théories. Les mathématiques ne font rien d'autre que de construire de nouvelles théories à partir des concepts et des théories construites précédemment. Et parfois, la vérification aboutit à des contradictions entre théorie et pratique, et il faut alors remettre sur le métier le développement de nouveaux concepts. Et enfin, au bout du compte, cette théorie peut être mise en œuvre, elle peut être utilisée dans la pratique. Ce que j'ai voulu montrer par là, c'est que dans le processus réel de production du savoir, la relation entre théorie et pratique est beaucoup plus complexe que celle qu'on nous présente aussi bien dans cette soi-disant pédagogie traditionnelle que dans la classe inversée ou dans l'approche par compétences, où la relation théorie-pratique est réduite essentiellement à la mise en œuvre de la théorie dans la pratique. C'est-à-dire que le sens du savoir est réduit à son usage, à la capacité qu'on a de s'en servir. Alors que dans la réalité, le sens du savoir, il se trouve aussi dans tout ce processus complexe de va-et-vient entre théorie et pratique, ce processus de conceptualisation, d'abstraction, donc dans tout ce processus de construction du savoir. Et pour moi, toute bonne pédagogie doit, d'une façon ou d'une autre, faire participer l'élève à ce cycle qui, de la pratique, va à travers l'accumulation de faits, d'observations, de questionnements, de contradictions, permet de construire des connaissances nouvelles par un processus d'abstraction, de conceptualisation. Et cette théorie, on la retourne à la pratique, pas seulement pour s'en servir, mais aussi pour la confronter à la pratique, pour tester si elle est bonne, pour éventuellement mettre en évidence des contradictions. Et donc, c'est un va-et-vient constant, c'est un cycle constant entre théorie et pratique. Et pour moi, toute bonne pédagogie, elle doit d'une façon ou d'une autre faire participer l'élève à un cycle de ce type-là. Ça peut se faire par des pédagogies dites actives, ça peut aussi se faire par des pédagogies beaucoup plus frontales. Pour moi, la question essentielle n'est pas de savoir si on pratique de la pédagogie active ou de la pédagogie frontale, même si personnellement j'ai un petit penchant pour les pédagogies actives, mais pour moi la grande ligne de démarcation essentielle entre les pédagogies qui donnent sens au savoir et celles qui ne donnent pas ou pas suffisamment sens au savoir, la grande ligne de démarcation, ce n'est pas entre pédagogie active et pédagogie frontale, mais elle est entre les pédagogies qui font participer l'élève à l'ensemble du processus de construction du savoir dans toutes ses dimensions et celles qui amènent le savoir comme une information, comme quelque chose qu'il n'y a qu'à aller chercher sur Internet, à aller chercher dans Wikipédia, à aller chercher dans une encyclopédie et qu'on n'a qu'à utiliser quand on en a besoin. Pour vous donner un exemple issu de ma propre pratique, enfin mon ancienne pratique, aujourd'hui je suis retraité depuis bien longtemps, mais quand j'étais professeur de physique, je suis physicien de formation, quand j'enseignais par exemple une notion comme l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est par exemple, ça permet par exemple de calculer la quantité d'énergie qu'il faut pour amener une voiture de l'arrêt jusqu'à une certaine vitesse. Et il y a une formule pour ça en physique classique. Cette formule, c'est la masse fois le carré de la vitesse divisé par 2. Bien. Quand on a introduit l'approche par compétence, on nous a dit l'important n'est pas tellement que les élèves connaissent par cœur toutes ces formules, l'important est qu'ils soient capables de bien s'en servir. Eh bien, pour moi, on est à côté de la plaque en disant ça. L'important, ce n'est évidemment pas qu'ils connaissent par cœur des tas de formules, mais l'important n'est pas non plus d'abord qu'ils sachent s'en servir. L'important, c'est d'abord qu'ils aient compris par quelle démarche de réflexion, d'observation et de réflexion, on est arrivé à comprendre que l'énergie se calcule par cette formule. C'est-à-dire, c'est tout le processus de construction de cette formule, c'est ça qui donne sens au savoir.
Et c'est ça qui, fondamentalement, à long terme, est formateur pour l'élève. D'accord? C'est le fait qu'il découvre comment on est arrivé à trouver ça, on en est arrivé à trouver ça, c'est ça qui est pour moi réellement émancipateur dans la formation des élèves. Et donc, je rejette également ceux qui disent l'important c'est de connaître la théorie, que ceux qui disent l'important c'est de pouvoir mettre en œuvre la théorie dans la pratique. L'important c'est pas l'un ou l'autre, l'important c'est ce va-et-vient constant entre théorie et pratique qui n'est pas simplement la théorie est utilisée dans la pratique, mais qui est aussi la pratique sert à construire la théorie. Et c'est ce processus-là qui est le plus difficile et le plus complexe. Et je pense qu'en disant que l'apprentissage de la théorie, on peut le faire seul à la maison, on relègue à la maison et on met l'enfant ou l'élève seul face à la tâche qui est en fait la plus difficile, la plus complexe. Bien, on reviendra, je l'espère, sur ces points-là dans la discussion. Je passe maintenant à l'autre volet, un volet qui apparemment n'a rien à voir avec le précédent, mais vous allez voir que les deux se rejoignent à la fin. Je pense d'abord, je veux d'abord insister sur le fait que ce que je viens de dire sur la classe inversée, l'enseignement digital et à distance, en tout cas cette vision dominante et peut-être aux yeux de certains un peu caricaturale de la classe inversée et de l'enseignement numérique à distance, je veux d'abord dire qu'elle fait partie d'une évolution beaucoup plus vaste des systèmes éducatifs, pas seulement belges, mais pas seulement européens, mais dans l'ensemble de notre monde globalisé. On observe des évolutions qui comprennent des processus de privatisation de l'enseignement, qui comprennent le glissement vers des savoirs, vers les compétences. On attache les programmes d'enseignement sont de plus en plus formulés en termes de compétences et de moins en moins en termes de corpus intégré de connaissances, de savoirs. Le recentrage de la formation de base, disons jusqu'à l'âge de 14-15 ans, hein, ce fameux tronc commun, son recentrage sur ce qu'on appelle les compétences de base, on y reviendra dans un moment. L'individualisation aussi du rapport entre l'apprenant et l'école, mais aussi du rapport entre le travailleur et sa formation et l'emploi, hein, le remplacement du concept de qualification par le concept d'employabilité, on y reviendra, fait partie de ce processus d'individualisation des rapports à l'école et du rapport au travail. La dérégulation du système éducatif où les systèmes d'enseignement qui étaient gérés, dirigés, financés centralement par l'État sont de plus en plus remplacés par des réseaux d'établissements de plus en plus autonomes et en situation de compétition de plus en plus forte. Donc la compétition sur un quasi-marché scolaire qui s'intensifie un peu partout aujourd'hui. La présence, l'omniprésence de l'évaluation dans les systèmes éducatifs, évaluation des élèves, évaluation des enseignants, évaluation des écoles, évaluation des systèmes éducatifs via les fameuses enquêtes PISA, et alors la croissance des inégalités dans l'enseignement, croissance des inégalités sociales en particulier à l'école, peut-être pas tellement en Belgique parce que nous étions déjà depuis longtemps les champions des inégalités sociales à l'école, mais quand on regarde l'ensemble des pays qui participent au test PISA, on observe qu'il y a un glissement vers une augmentation des écarts entre les performances des élèves issus des familles les plus riches et les performances des autres élèves. Donc, une croissance des inégalités sociales à l'école. Voilà. Et ce que je voudrais maintenant tenter de faire, c'est essayer d'expliquer ces évolutions à partir de l'évolution de l'environnement de l'école. Et dans cet environnement, nous allons prendre en compte, d'une part, l'évolution de l'environnement économique, ce que je résume ici sous crise du capitalisme ou crise du capitalisme mondial, les évolutions technologiques, l'innovation technologique, les changements dans le rôle de l'État et enfin les nouveaux rapports de production.
Alors, commençons par cette crise, cet environnement de crise économique dans lequel notre système économique est plongé depuis à peu près le milieu des années 70. La nature essentielle de cette crise, il ne vous aura peut-être pas échappé que mon cadre d'analyse est un petit peu marxiste. La nature essentielle de cette crise, c'est d'être une crise de surcapacité de production. Hein, durant les années 50, 60 et encore au début des années 70, on a investi dans des capacités de production parce que c'était les 30 glorieuses, parce qu'on espérait que ça allait continuer indéfiniment, mais il est arrivé un moment où on s'est retrouvé avec des capacités de production excédentaires plus grande que ce qu'on arrive, enfin, qui permettait de produire davantage que ce que les marchés ne pouvaient absorber. Et comme on le voit ici, le taux d'utilisation des capacités productives, depuis le début des années 70, ben, régulièrement, il diminue. Hein. Ce taux d'utilisation, il était de l'ordre de 85% aux États-Unis. Je prends des chiffres américains parce qu'ils ont un bon appareil statistique pour ça. Il est de l'ordre de 85% au début des années 70. En 2020, on est descendu à peu près 75% de taux d'utilisation des capacités productives, ce qui veut dire que on pourrait produire à peu près un tiers en plus que ce qu'on produit aujourd'hui, mais on ne le fait pas parce qu'il n'y a pas de demande solvable pour ces biens et ces services supplémentaires. Alors, ne me demandez pas mon avis sur est-ce que ce serait bien de produire davantage. Ça, c'est une question que je laisse pour l'instant de côté, mais toujours est-il que le système économique est dans cette situation et que donc, du point de vue comment dire, des investisseurs, des détenteurs de capitaux, ils sont dans une situation où il leur est difficile de trouver des secteurs durablement rentables. Il y a un excédent de capitaux sur le marché des capitaux. Et l'autre conséquence de cette surcapacité de production, c'est évidemment l'exacerbation de la compétition économique, parce que si aussi longtemps que tous les producteurs arrivent à vendre tout ce qu'ils sont capables de produire, la compétition n'est pas trop violente. Il n'y a pas besoin d'avoir une compétition violente. Mais à partir du moment où tout le monde se retrouve en surcapacité de production, eh bien, la compétition pour conquérir les marchés, pour capter les marchés de son concurrent, cette compétition s'exacerbe violemment. L'une des principales stratégies de survie dans cet environnement de crise consiste pour les milieux économiques à avoir recours à l'innovation technologique, digitalisation, utilisation de réseaux, intelligence artificielle, biotechnologie, à l'innovation technologique pour essayer d'être plus compétitif que son concurrent. Mais évidemment, la somme de toutes ces initiatives pour être le plus compétitif possible fait en retour que la capacité globale de production ne fait qu'augmenter et on se retrouve avec une surcapacité de production qui augmente de plus en plus. Hein, c'est un des cycles qui alimente cette crise et qui fait qu'on n'en sort pas. D'autre part, l'environnement de crise pousse aussi les décideurs économiques à demander à l'État qu'il réduise sa pression fiscale sur les hauts revenus, sur les bénéfices des entreprises, sur le capital, de façon à attirer des investisseurs, de façon à attirer des entreprises dans le pays. Mais comme tous les pays font la même chose, on est dans une politique de défiscalisation compétitive qui contraint les gouvernements à une politique d'austérité budgétaire qui fait que les dépenses de l'État tendent à diminuer ou à augmenter moins vite que la richesse nationale, que les dépenses publiques diminuent, que les pouvoirs d'achat de ceux qui dépendent de ces dépenses publiques diminuent aussi, et ce qui ne fait des rechefs que d'augmenter la surcapacité de production. Alors voyons maintenant les conséquences de tout ça pour l'école. Premièrement, bien sûr, l'enseignement est frappé au même titre que les autres secteurs publics par l'austérité. Après la très forte croissance des dépenses d'enseignement au cours des années 50, 60 et encore les années 70, parce au milieu des années 70, on croit d'abord que la crise va être une petite crise conjoncturelle qui ne durera pas longtemps. Pendant ces 30, 40 années, les dépenses d'enseignement ont énormément augmenté. On voit ici une courbe pour un certain nombre de pays européens d'évolution des dépenses d'éducation en pourcentage du produit intérieur
intérieur brut, et on voit qu'on passe de à peu près 2 à 3% du PIB consacré à l'enseignement juste avant la Deuxième Guerre mondiale, à peu près 3% après la Deuxième Guerre mondiale. On passe à des taux de 5, 6, voire 7% du PIB à la fin des années 80. Et depuis lors, regardez les courbes, elles arrêtent leur montée, les courbes stagnent, voire descendent dans certains cas, et c'est le cas notamment de la Belgique. Cette diminution n'a pas cessé, puisque la ligne en bleu ici, c'est l'évolution des dépenses publiques d'éducation en pourcentage du PIB pour l'ensemble des 28 pays de l'Union européenne, et on voit qu'on continue régulièrement de décroître. On passe de 5,5% du PIB à 4,7%, 5,5% en 2009 à 4,7% en 2018. Donc on est toujours dans une période de définancement de l'enseignement, définancement qui est en fait beaucoup plus important que ce qui apparaît ici sur ces courbes. Ces courbes rapportent seulement le financement au produit intérieur brut, alors qu'il faudrait le rapporter également au nombre total d'élèves et d'étudiants. Or, les effectifs, notamment dans l'enseignement supérieur, ont continué d'augmenter au cours des 2 dernières décennies, même si on a une légère stagnation pour les universités depuis quelques années, mais globalement, les effectifs ont continué d'augmenter, et donc la diminution de l'enseignement, des dépenses d'enseignement rapportées au PIB d'une part, rapportées aux effectifs d'autre part, est encore plus importante que ce qui est visible ici. Et dans ce contexte, disent les économistes qui ont l'oreille d'organismes comme l'OCDE, comme la Commission européenne ou la Banque mondiale, je cite ici Eric Hanushek et Ludger Wössmann, deux de ces économistes de l'éducation très célèbres, il faut, disent-ils, des réformes institutionnelles plutôt qu'une expansion des ressources à l'intérieur du cadre institutionnel existant. En d'autres mots, jusqu'à présent, jusqu'à la fin des années 1980-1990, on a fait surtout de l'expansion des ressources à l'intérieur du cadre institutionnel existant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est transformer l'école, non pas en la finançant davantage, mais transformer l'école en modifiant ses structures, en modifiant ses modes de pilotage, en modifiant ses programmes d'enseignement, en modifiant même parfois les pratiques pédagogiques dans cette école. Examinons maintenant de plus près les conséquences directes de la crise économique sur les attentes en matière éducative. Premièrement, la quête de nouveaux secteurs où investir les capitaux excédentaires n'a évidemment pas non plus épargné l'école. Les plus de 2500 milliards de dollars de dépenses annuelles mondiales pour l'éducation ont attiré l'attention et la convoitise des investisseurs. Et aujourd'hui, on a toutes sortes de formes de privatisation de l'enseignement. Ça va du développement du marché de l'éducation en ligne, qui est passé de 400 000 clients à 3,5 millions de clients entre 2002 et 2013. Mais ça concerne aussi des formes apparemment plus anecdotiques, mais bien réelles de privatisation. Pensez par exemple à l'offre croissante par des entreprises de soutien scolaire à domicile. Les 2 pays européens qui sont les champions en la matière sont la France et la Belgique, et ce n'est pas évidemment un hasard, puisque ces 2 pays sont également les champions de l'échec scolaire et des taux de redoublement, et que donc il y a un marché très florissant, très intéressant à conquérir là-bas. Deuxièmement, l'exacerbation de la compétition économique, elle pousse les décideurs économiques, à exiger de l'éducation qu'elle recentre son attention et ses objectifs sur l'adaptation de l'enseignement aux besoins de l'économie. Et donc, adaptation en tout premier lieu aux demandes du marché du travail. Et donc, pour comprendre la nature de cette mise en adéquation de l'enseignement avec les besoins de l'économie, avec les besoins du marché du travail, il faut maintenant tourner un peu nos regards vers les évolutions dans le champ du travail.
Alors, première évolution, bien sûr, bien connue, c'est la précarité croissante de l'emploi, des emplois instables, des emplois qui ne durent plus toute une vie, on connaît tous ça. On, c'est une conséquence, bien sûr, de la crise et de la pression sur les salaires qui résulte de la recherche de compétitivité. Euh, une autre évolution, c'est la tertiarisation de l'emploi, la croissance effrénée d'emplois dans le secteur des services. Et oui, qui résulte de ces deux facteurs, d'une part de l'environnement de crise et d'autre part comment dire, de l'évolution technologique et scientifique. Et enfin, autre évolution très très importante sur laquelle je veux m'arrêter un peu plus longtemps, c'est l'évolution des niveaux de qualification. J'ai mis un point d'interrogation parce que c'est une question un peu difficile. Qu'en est-il aujourd'hui de l'évolution des niveaux de formation, de qualification requis sur le marché du travail? On pense souvent que le développement technologique et aujourd'hui le développement technologique dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la numérisation, qu'il s'accompagnerait systématiquement d'un glissement des emplois à faible niveau de qualification vers des emplois nécessitant un plus haut niveau de formation. C'est une erreur courante de croire ça parce que quand on regarde par exemple le 19e siècle, l'introduction du machinisme n'a pas élevé les niveaux de formation requis pour les ouvriers, il a au contraire remplacé des ouvriers qualifiés par des ouvriers non qualifiés qui n'étaient plus que des exécutants qui exécutaient des tâches élémentaires, répétitives, dont le rythme était imposé par la machine, mais qui n'avaient absolument pas besoin d'avoir une compréhension intellectuelle du processus de production dans lequel ils se trouvaient. Qu'en est-il aujourd'hui? Voilà un graphique qui émane du CDFOP, le Centre européen de développement de la formation professionnelle, et il date de 2015, et c'était l'évolution prévue de l'emploi en Europe entre 2015 et 2025. Et l'image que vous avez avec des emplois hautement qualifiés en haut et les emplois les plus faiblement qualifiés en bas, cette image, elle résume assez bien la caractéristique de l'évolution des niveaux de formation requis sur le marché du travail aujourd'hui, c'est une polarisation. On a une très forte croissance de la demande d'emploi à très haut niveau de qualification, mais on n'a pas un glissement généralisé vers les emplois à haut niveau de qualification. On a une diminution de la demande d'agriculteurs qualifiés, d'ouvriers qualifiés, d'artisans qualifiés, et on a paradoxalement une très forte demande de travailleurs du secteur de travailleurs peu qualifiés, du secteur des services ou de travailleurs pour des tâches dites élémentaires. Ça veut dire que si le marché du travail, si les niveaux de formation requis sur le marché du travail se polarisent, en bonne logique de rationalité économique, il n'est pas nécessaire d'avoir un enseignement qui, de façon générale, se démocratiserait, qui, de façon générale, amènerait tous les élèves à des niveaux de formation de plus en plus élevés. Pour le dire un peu crûment, la croissance des inégalités observées depuis 20 ans dans les systèmes éducatifs, euh, elle est peut-être moins le signe d'un dysfonctionnement de ces systèmes éducatifs que le signe de la parfaite adéquation de l'enseignement avec les demandes de son environnement économique. Hein, c'est un petit peu cynique comme affirmation, mais la réalité, elle est là. La réalité objective, c'est que la croissance des inégalités à l'école a suivi ou s'accompagne et elle se fait au même moment que la polarisation de la demande des niveaux de formation sur le marché du travail. Et puisqu'on parle de cynisme, comment interpréter autrement cet extrait d'un rapport de l'OCDE qui nous dit que tous les élèves n'embrasseront pas demain une carrière dans le dynamique secteur de la nouvelle économie. En fait, la plupart ne le feront pas, de sorte que les programmes scolaires ne peuvent pas être conçus comme si tous devaient aller loin. Les programmes scolaires ne peuvent pas être conçus comme si tous devaient aller loin.
en logique formelle, cette dernière phrase peut se traduire par les programmes scolaires doivent être conçus de sorte que certains, au moins, n'aillent pas trop loin. Hein, c'est bien ce que nous dit l'OCDE. On trouve la même idée dans un rapport Tello, moi je vais vous le passer, celui-là. Arrêtons-nous un instant sur la nature de ces emplois faiblement qualifiés dont la demande augmente aujourd'hui. Voici les 28, je crois, emplois qui ont connu la plus forte croissance aux États-Unis entre 2000 et 2010. J'ai mis en noir les emplois à très faible niveau de qualification. Ce que les anglo-saxons, enfin, ça vient d'un rapport du Monthly Labour Review, et le Monthly Labour Review qualifie ces emplois en noir de short-term on-the-job training, formation de courte durée sur le tas. Et par short-term on-the-job training, il faut entendre une formation de maximum, tenez-vous bien, 48 heures. 48 heures de formation pour être employable dans l'un de ces emplois en noir. Restauration et fast-food, vendeur au détail, caissier, employé général de bureau, agent de sécurité, ça vient des États-Unis, je suppose qu'en 48 heures, là-bas, tout le monde peut se servir d'une arme à feu, serveur, serveuse, aide-soignant, etc. Ce qui nous frappe, le premier emploi non qualifié traditionnel, jadis, quand on parlait d'emploi non qualifié, c'est celui-là, manœuvre. Tous les autres, en tout cas tous ceux qui précèdent, sont des emplois non qualifiés du secteur des services. Et c'est ça une des caractéristiques vraiment essentielles de l'évolution actuelle du marché du travail, c'est d'une part cette polarisation du marché du travail, mais cette polarisation liée à la tertiarisation fait que la grande masse des emplois non qualifiés ou faiblement qualifiés se trouve aujourd'hui dans le secteur des services. Pardon, je vais trop vite. Le problème, c'est que ces emplois non qualifiés dans le secteur des services, même si on les qualifie de non qualifiés, si vous regardez bien, ils font appel à toute une kyrielle de compétences. Songez par exemple, vous avez ici l'intraduisible food counter. Le food counter, ce sont les remplisseurs de distributeurs automatiques de canettes de coca, de pizza, etc. Et ce sont aussi les gens qui travaillent au comptoir, qui vendent de la nourriture au comptoir. Par exemple, dans le bar du TGV, vous avez un food counter qui, toutes les 7 minutes, non, allez, j'exagère, mais tous les quarts d'heure, vous rappelle que le bar est ouvert en voiture 7, vous y trouverez un vaste assortiment de sandwichs, etc. C'est ce qu'on appelle la compétence de communication dans la langue maternelle. Il nous répétera aussi régulièrement que the bar is open in coach 7, der bar is geöffnet Fahrzeug 7, the bar is open in Rijtuig 7, communication dans une langue étrangère. Culture mathématique, compétences de base en sciences et technologies. Mais regardez derrière le bar du TGV, si vous prenez le TGV, vous verrez qu'il y a 3 ou 4 lecteurs de cartes bancaires différents parce que ça pour être adapté à tous les systèmes internationaux, quoique aujourd'hui ça se simplifie peut-être un peu, plusieurs systèmes de chauffe différents. Si vous regardez le tableau électrique qui se trouve tout à fait dans le coin derrière le bar, il y a une explication très très longue sur comment réactiver les systèmes si jamais il y a une panne de courant sur la voiture du bar. Il faut donc être capable de comprendre ces instructions et de les exécuter correctement. Culture numérique, ça veut dire qu'il faut être capable d'encoder les chiffres de vente dans une tablette ou un ordinateur. Apprendre à apprendre, ça veut dire qu'il faut être capable de mettre d'utiliser le nouveau système de micro-ondes sans demander à la société des wagons-lits 3 semaines de formation pour pouvoir s'en servir. Des compétences interpersonnelles, interculturelles, des compétences sociales et civiques et de la sensibilité culturelle pour pouvoir faire la conversation aux passagers entre lesquels la voiture bar est coincée, c'est-à-dire les passagers de première et de deuxième classe, et enfin de l'esprit d'entreprise pour être motivé, pour rappeler tous les quarts d'heure que le bar est ouvert en voiture 7. Le plus petit commun dénominateur, ces fameuses compétences de base, c'est là-dessus que l'OCDE, la Banque mondiale,
la Commission européenne, tous les grands acteurs internationaux de l'enseignement, et j'en oublie un très important, la Table ronde européenne des industriels, ERT, tous ces gens ont listé les compétences de base qui sont aujourd'hui exigées de tous pour être employables dans les emplois à faible niveau de qualification qui émergent massivement dans ce processus de polarisation des niveaux de qualification sur le marché du travail. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas là-dedans beaucoup de place pour de l'histoire, de la géographie, de la formation artistique. Si, bien sûr, si on met la formation artistique dans la sensibilité culturelle, il n'y a pas place là-dedans pour de la littérature, sauf si on considère que la communication dans la langue maternelle serait de la littérature et de la philosophie. Bien sûr, ces compétences de base, selon le public d'élèves auquel on est confronté, on va pouvoir l'interpréter de façon inégale, mais l'objectif premier est bien de faire en sorte que tous les travailleurs, y compris ceux qui occuperont des emplois à faible niveau de qualification, maîtriseront de façon minimale ces compétences, parce que si tous les maîtrisent de façon minimale, on ne doit plus les reconnaître comme des qualifications. Et si on ne doit plus les reconnaître comme des qualifications, on peut les faire embaucher donc des travailleurs non qualifiés pour ces emplois, ces nouveaux emplois dans le secteur des services. Une autre évolution, la dernière évolution dans le champ du travail, c'est la demande de flexibilité. En raison de l'instabilité économique, en raison du rythme de l'innovation technologique, il est de plus en plus difficile de prévoir quels seront les emplois, quels seront les rapports techniques de production dans 5 ou dans 10 ans, quels seront les marchés porteurs dans 5 ou dans 10 ans. En d'autres mots, il est difficile de prévoir quelles sont les qualifications, quels sont les savoirs dont les travailleurs auront besoin, qu'ils devront maîtriser pour être utilisables sur le marché du travail dans un délai de 5 ou 10 ans. L'horizon de prévisibilité des qualifications et des formations se réduit de plus en plus. Et dans ce contexte, le discours que tiennent les milieux économiques, c'est que l'école devrait moins se soucier de transmettre des savoirs et davantage se soucier d'apprendre à apprendre, c'est-à-dire de permettre aux travailleurs de mettre à jour leurs connaissances tout au long de la vie, d'être capables de flexibilité, d'adaptabilité pour maintenir à jour leur employabilité tout au long de la vie. Les jeunes qui entrent aujourd'hui sur le marché du travail, dit l'OCDE, seront amenés à changer d'employeur, voire d'emploi à plusieurs reprises au cours de leur carrière. Et dans ces conditions, pour être préparé au marché du travail actuel, il faut être capable de faire face à l'incertitude et au changement. Et cela se traduit dans le champ de l'éducation par ce glissement des savoirs vers la compétence. L'important n'est plus tellement de mémoriser des connaissances, ni même de maîtriser conceptuellement des connaissances. L'important aujourd'hui est d'être capable d'utiliser des savoirs nouveaux dans une situation inédite. Et c'est bien ça, la définition de la compétence dans l'acception que ce mot a pris dans l'approche par compétence. Pourquoi les compétences, demande l'OCDE. Pour quelles raisons ces compétences, somme toute assez classiques, se retrouvent-elles maintenant sur le devant de la scène? Réponse de l'OCDE, parce que les employeurs ont reconnu en elles des facteurs clés de dynamisme et de flexibilité. Une force de travail dotée de ces compétences sera à même de s'adapter continuellement à la demande et à des moyens de production en constante évolution. Andreas Schleicher, le responsable des enquêtes PISA au sein de l'OCDE, nous dit « Les systèmes scolaires restent le produit de l'ère industrielle centrée sur la standardisation et la conformité. Et ça ne va pas, dit-il. Le rythme du changement dans la société moderne réclame moins de faits et plus de compétences.
pour appliquer les connaissances dans des situations inédites. On passe de la mémorisation à l'élaboration. Remarquez ici un mot qui est très important. Il dit moins de faits et plus de compétences. Andreas Schleicher ramène le savoir à sa dimension purement factuelle. Le savoir, c'est une information qu'on va chercher au moment où on en a besoin, qu'on n'a pas besoin de construire, qu'on n'a pas besoin de développer. L'important n'est pas de connaître cette information, l'important n'est pas que l'école les transmette, l'important c'est d'être capable d'appliquer les connaissances dans des situations inédites, c'est-à-dire des connaissances nouvelles au moment où on en a besoin. On retrouve exactement la même idée dans le discours pédagogique théorique sur l'approche par compétences. Deux auteurs favorables à l'approche par compétences, Parmentier et Paquet, disent dans leur exposé sur ce qu'est l'approche par compétences, ils nous disent les contenus matières ne sont plus considérés comme une fin en soi, mais comme une ressource pour développer des compétences. Le rôle de l'enseignant n'est plus de transmettre ces contenus matières, mais de concevoir et de gérer des séquences d'apprentissage dans lesquelles les apprenants sont confrontés à des situations nouvelles qui les amènent à chercher et traiter l'information nécessaire pour y faire face adéquatement. Donc, on retrouve ici cette idée que le savoir est réduit au rang d'une information, d'une ressource, et non pas d'une construction théorique, d'une construction qui nécessite tout un processus d'abstraction et de conceptualisation dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est évidemment une vision du savoir qui est cette vision un peu moderniste du savoir, disponible immédiatement sur Internet. Hein, vous avez besoin d'une connaissance, eh bien, vous allez la chercher sur le réseau, dans la toile, au moment où vous en avez de l'usage. Je passerai très vite sur le point de l'individualisation. D'ailleurs, je vais laisser le CDFOP le résumer, il le fait très bien. Il faut, dit le CDFOP, préparer les citoyens européens à être des apprenants motivés et autonomes, à même d'interpréter les exigences d'un marché du travail précaire dans lesquels les emplois ne durent plus toute une vie. Ils doivent prendre en main leur formation afin de maintenir leurs compétences à jour et de préserver leurs valeurs sur le marché du travail. En d'autres mots, ce n'est plus le système éducatif qui est responsable d'assurer l'entrée du futur travailleur sur le marché du travail, c'est lui-même qui, ayant reçu de l'enseignement cette capacité de flexibilité et d'adaptabilité, c'est lui-même qui doit prendre en main sa formation et donc aller chercher les compétences ou les savoirs nouveaux pour rester employable sur le marché du travail. La classe inversée et l'apprentissage à distance par l'outil numérique cadre, selon moi, assez bien dans ces évolutions. Le recentrage de l'activité en classe sur la mise en œuvre du savoir et la relégation de l'étude théorique à domicile traduisent assez bien, d'une part, la primauté du savoir utile, de la compétence sur le savoir théorique, puisque la compétence se fait dans le lieu où on a de l'encadrement, alors que l'accès à la théorie, l'élève devra essayer de le faire seul. Hein, et donc, c'est le savoir utile qui est plus important que le savoir théorique. Et d'autre part, ça reflète l'entraînement, cette volonté d'entraîner le futur travailleur à étudier seul sur son ordinateur pour rester employable sur le marché du travail. Hein, l'exercer à cette flexibilité, à cette adaptabilité qu'on exigera, qu'on attendra de lui plus tard, une fois qu'il sera devenu un travailleur. Et puis, bien sûr, l'usage de l'enseignement digital à distance rejoint aussi les objectifs de réduction du coût de l'enseignement et, accessoirement, ça prépare le terrain aux investissements lucratifs dans le marché de l'enseignement en ligne. Voilà. Enfin, pour être complet, il faudra encore ajouter à ce tableau tout le processus de dérégulation de l'enseignement, l'abandon des systèmes centralisés dirigés par l'État
avec une mise en compétition des écoles entre elles. Je ne vais pas développer ce point parce que ça nous entraînerait un peu trop loin. Disons simplement que l'omniprésence de l'évaluation est simplement, ça peut sembler en contradiction avec l'idée d'une autonomie et d'une dérégulation, mais en fait, c'est assez logique. Le nouveau management de l'école, basé sur l'autonomie, la dérégulation, implique de nouvelles méthodes de pilotage. Hein, la dérégulation en amont suppose un renforcement du contrôle en aval, d'où l'envahissement de l'école par cette obsession de l'évaluation. Wössmann et Schutz résument ça en disant que des politiques qui introduisent la compétition, le libre choix et les forces du marché dans le système scolaire montrent qu'elles possédaient un fort potentiel pour faire évoluer le système scolaire vers un niveau d'efficience élevé. Voilà, je vais conclure en disant ceci. Ce que je viens d'esquisser comme évolution des systèmes d'enseignement et comme cadre dans lequel cette évolution a lieu, n'est pas critiquable en soi d'un point de vue strictement scientifique. La critique est implicite et elle repose sur ce que j'espère être une vision partagée avec vous des missions de l'enseignement. Si on estime que le but de l'enseignement est de préparer les jeunes à être demain de bons consommateurs flexibles, de bons travailleurs adaptables aux nouvelles conditions de travail qui émergent et notamment à cette masse d'emplois faiblement qualifiés qui se dessine, alors le type d'école qui se met en place aujourd'hui est sans doute la meilleure réponse possible. Donc si on part du point de vue que le rôle premier de l'école est de reproduire les conditions permettant à cette économie dominante de continuer à dominer le monde, eh bien, il faut alors aller vers cette école-là. Si, au contraire, on estime que le but de l'école est différent, si on estime que cette société dans laquelle nous vivons, il ne faut pas en assurer la reproduction, mais il faut au contraire permettre aux futurs travailleurs et citoyens de la combattre, alors il faut les armer des armes du savoir qui leur permettront de comprendre le monde dans toutes ses dimensions. Et ça passe par des savoirs pas seulement qu'on sait utiliser, ça passe par des savoirs qui ouvrent à la compréhension du monde, des savoirs émancipateurs et pas simplement productifs. Des savoirs qui permettent de comprendre le monde dans toutes ses dimensions, pas seulement scientifique, mais aussi philosophique, aussi historique, géographique, technologique. Hein, comprendre le monde et être capable de participer à tous les processus qui transforment ce monde. Pour nous, c'est une condition de la démocratie. Et quand nous nommons appel pour une école démocratique, c'est bien cela que le mot démocratique signifie pour nous. Une école porteuse de l'institution d'un citoyen capable de vivre et de participer à une société démocratique. Voilà.